Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième journée Introduction à la pleine conscience. Aujourd'hui sur le thème des pensées. Alors dans la dénomination c'était pleine conscience des pensées, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce qu'on va faire, parce qu'on a vu dans les précédentes fois que l'objet principal de la méditation c'est l'objet de la pleine conscience, et l'objet secondaire, c'est-à-dire un petit peu la surveillance de la conduite, si on devait prendre l'exemple de la conduite en voiture, c'est plus l'objet de la vigilance. Il existe des méditations où l'objet central c'est les pensées, mais ici les pensées c'est ce qui va être en périphérie de notre conscience. L'objet principal qu'on va conserver c'est le souffle, qui est pas mal. On va faire 20 minutes d'introduction, 20 minutes de méditation sur le souffle en se focalisant sur la détente, 20 minutes de présentation et 20 minutes de méditation avec des questions si vous en avez. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, la pleine conscience, on se souvient, petit rappel, c'est l'esprit qui n'oublie pas son objet de méditation. C'est cette glu mentale qui retient à l'esprit l'objet, le support de méditation, si c'est le souffle, si c'est une visualisation, et c'est même une qualité parfois. On va la voir dans les prochaines sessions. Une fois qu'on a compris le système, on peut le dupliquer sur plein d'objets de méditation, sur la bienveillance, sur la compassion, même sur la vacuité, même sur l'impermanence. En fait, on peut après changer juste l'objet de méditation, mais conserver la même procédure. Et la même procédure, c'est d'abord se familiariser avec l'objet, parce qu'on a vu que dans la pleine conscience, l'objet devait être familier. C'est pour ça que dans la méditation que je conduis avec vous, on commence par se familiariser avec l'objet, même s'il s'agit du souffle, parce que parfois on peut se dire oui, on connaît le souffle, mais on ne le connaît peut-être pas au moment où on commence à méditer, si c'est le matin par exemple, de manière expérientielle forte, en ce sens que, ah ouais, je sais que c'est le souffle, je sais que c'est ce que je suis en train de contacter avec mon attention, c'est bien le souffle. Donc la première étape consiste à développer une forme de clarté mentale, qui n'est pas nécessairement, quand on dit clarté mentale, on peut penser que l'objet est très clair, mais en fait c'est la clarté de l'esprit, même si l'objet n'est pas très clair. C'est pour ça qu'on revoit l'objet, méditation encore et encore. Quand j'inspire, je sais que j'inspire, quand j'expire, je sais que j'expire, et après on essaie d'injecter un peu de la clarté pour essayer d'avoir ce sentiment de certitude. Ce que dit la définition de la pleine conscience, sachant que l'objet doit être familier, c'est aussi pour nous faire nous souvenir que tous les objets de méditation importants sont des objets sur lesquels on réfléchit d'abord. On prend rarement des objets comme ça, qu'on tire de son chapeau et tout à coup on médite dessus. Il faut qu'on se familiarise, et c'est le processus des trois sagesses. Si ça vous intéresse, je vous encourage à regarder un cours que j'avais donné sur l'intégration du Dharma et l'explication de ces trois sagesses. D'abord on écoute, on comprend, on se met en contact avec le contenu d'un savoir ou d'une technique, qui nous permet ensuite de réfléchir sur cette chose qu'on souhaite développer dans l'esprit, par exemple la compassion, la bienveillance, et ensuite, une fois que cette chose est bien comprise, qu'on arrive à la générer quelques instants, et ben on va se familiariser avec ça, on va conserver une pleine conscience sur cet objet pour que la familiarisation, elle ne soit pas simplement pendant la durée d'une étincelle mentale, mais qu'elle devienne une nouvelle nature. Et pour devenir une nouvelle nature, il faut se familiariser, revenir encore et encore sur l'objet, et c'est le but de la méditation. C'est pour ça que je conserve une petite partie de cette réflexion finalement dans le départ de la méditation, qui est de se familiariser avec l'objet pour bien l'avoir clairement à l'esprit. Et nous, on le fait pendant 10 minutes, parce qu'on a 20 minutes, mais vous pouvez le faire, par exemple, sur le souffle, plein de fois dans la journée. Je me rends compte par expérience,
que cette étape de la clarté mentale, de l'intensité mentale, de la certitude, elle se développe beaucoup plus facilement si dans la journée, plein de fois, vous faites juste une respiration et à la fin vous dites ouais, c'est bien ça, c'est ça. Et vous sentez que c'est pas juste quelque chose de morne, c'est waouh, c'est ça le souffle. C'est un sentiment un petit peu indescriptible, il faut le rencontrer, mais il y a vraiment l'impression que entre le moment où vous avez commencé à faire cet exercice et le moment où c'est la fin de la journée où vous l'avez fait plusieurs fois, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une intensité presque un petit peu physique qui vous fait dire waouh, ça c'est le souffle. Comme si tout à coup c'était très clair. L'objet apparaît peut-être pas plus clairement à l'esprit, mais il y a une intensité, une clarté mentale. Et ça, c'est vraiment une des étapes du calme mental qui est fondamentale. On parle souvent de la détente et elle est importante, mais l'étape également de cette intensité mentale. Et on va devoir jongler avec les deux. Donc la pleine conscience n'oublie pas l'objet qui est familier. Donc on répète encore, encore, et puis après on vient se placer pour développer non plus cette fois la clarté mais la stabilité mentale. Et on a vu que le processus de méditation, ce n'est pas un processus qui au départ est non conceptuel ou non discursif, en ce sens qu'il n'y a pas d'activité mentale. Si on a l'impression que la méditation c'est l'électroencéphalogramme plat de l'activité mentale, de la surveillance, eh ben, on ne va pas du tout conduire l'esprit à se concentrer. Pour conduire l'esprit à se concentrer, il faut non seulement la pleine conscience qui n'oublie pas l'objet, mais également toute une forme de surveillance qu'on éveille dans l'esprit à mesure qu'on se détend et on arrive à se concentrer. Parce que si on devait le faire au départ, on verrait que ça créerait des tensions mentales, parce qu'il y aurait trop de choses à faire, on aurait l'impression de faire du multitâche. Mais à mesure qu'on vient se focaliser sur l'esprit, et comme on l'a vu la semaine dernière, qu'on n'attend pas que l'objet apparaisse totalement clairement, on peut se détendre, et quand on commence à se détendre, alors l'esprit peut beaucoup plus facilement faire plusieurs choses en même temps, et commencer à non seulement mieux se focaliser sur l'objet de méditation, mais commencer à regarder et à éclairer la sphère mentale, les pensées, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. L'idée selon laquelle pour méditer il faille seulement que l'esprit s'englue sur son objet et qu'en gros on ne porte pas du tout attention aux distractions et qu'elles vont finir par se calmer par elles-mêmes, c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Pour que les distractions elles finissent par s'amenuiser dans l'esprit, il va falloir les regarder et c'est la clarté de notre conscience qui va les faire se dissiper. C'est pas notre ignorance de ces choses-là. C'est pas le fait de les reléguer dans un coin de l'esprit jusqu'à ce que l'esprit soit complètement focalisé sur le souffle et qu'elles cessent par elles-mêmes. Elles ne vont pas cesser par elles-mêmes, il va falloir qu'on les éclaire, qu'on les mette tout doucement à l'avant de notre conscience et qu'on s'habitue à ne pas les suivre, et c'est le meilleur moyen pour qu'elles finissent par se calmer dans l'esprit. C'est de les éclairer et de les laisser aller. Les éclairer par la conscience et les laisser aller. Et on se rend compte que quand on fait ça, eh ben, on cesse de les alimenter et elles finissent par ne plus même venir, ou elles viennent avec moins de force, et puis après elles viennent avec un tout petit peu de force, et puis après elles finissent par ne plus venir du tout. Après il ne reste plus que les traces, et puis même quand les traces diminuent, on est complètement focalisé alors sur l'objet de méditation. Donc l'important à comprendre, c'est que l'activité de la vigilance, ça va être de commencer à éclairer ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est souvent les distractions. On commence à méditer sur le souffle. Voilà ce qui se passe quand on médite sur le souffle. On a choisi le souffle, on fait une inspiration, une expiration. On se dit, c'est bien, c'est ce qu'il faut que je fasse. À la deuxième respiration, on perd déjà un petit peu en clarté mentale. On se dit, bon, c'est la deuxième, elle ressemble un peu à la première. À la troisième,
on commence à doucement sombrer. Et comme on sombre, là, il y a un aiguillage dans l'esprit qui commence à réveiller des choses qui sont beaucoup plus excitantes. Parce que là, au troisième souffle, on commence déjà à être... Et là il y a des excitations mentales, des choses impérieuses à l'esprit qui sont beaucoup plus urgentes que le souffle, qui commencent à venir crier, hurler à notre porte pour qu'on les suive. Et comme on a perdu la pleine conscience, on ignore même qu'on est en train de prendre la tangente. On ignore qu'on est en train de perdre une clarté mentale. Et ces petites pensées s'éclairent assez rapidement dans l'esprit. Et puis à ce moment-là, pouf, on glisse. Et là, on oublie tout. Là, on ne sait même plus qu'on est en train de méditer. On est perdu dans la pizza qu'on veut faire à midi. On se dit, est-ce que j'ai encore des olives noires? Les olives noires, il faut que tu les mettes à la fin, quand on s'est cuit ou quand c'est pas cuit. Non, je vais peut-être plutôt les mettre à la fin. Ça va être bon, ça. Est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde? Et puis cette pensée aussi finit par perdre un peu de son intérêt, parce que bon, on s'en lasse aussi. Et puis, on a un semblant de retour à la réalité, où on se dit, bon, ok. Là, c'est vu au microscope, hein, c'est agrandi. Hein. Et puis on se dit, qu'est-ce que j'étais... Oh, le souffle, j'étais en train de méditer. On revient au souffle, et c'est à ce moment-là seulement que on peut réaliser qu'on était distrait. C'est très difficile de réaliser qu'on était distrait quand on est en pleine distraction, que ça nous a complètement extrait de l'objet de méditation. Donc à ce moment-là, ce qui arrive souvent, et ce qui est quand même assez malencontreux, qui est un petit peu comme quand on se lève le matin après avoir dormi, qu'on ne se souvient pas des rêves qu'on a faits, là il arrive souvent qu'on se réveille d'une distraction, et que si on devait nous demander à quoi on a pensé, on serait incapable de le retrouver. C'est une pensée qu'on a eue il y a une seconde, mais on est incapable de s'en souvenir. Et ça arrive, et c'est normal. Sauf que si il va falloir commencer à illuminer le contenu de nos distractions, comment on fait si on ne s'en souvient pas? Donc l'activité de la vigilance, elle va faire un petit peu comme ce qu'on fait le matin quand on veut se souvenir de nos rêves, qu'on travaille sur les rêves lucides par exemple. Le meilleur moyen d'éclairer les rêves, c'est de s'en souvenir le matin. On commence par ça. On fait l'effort de se dire de quoi est-ce que j'ai bien pu rêver cette nuit. Ah ouais, il y avait un arbre, je tombe de l'arbre. Et puis on commence à débobiner un petit peu le rêve. Donc la nuit est passée, on n'a pas éveillé la clarté pendant cette nuit, mais se souvenant le matin du premier jour de quoi on a rêvé, ça va aider pour que le matin du deuxième jour, on ait plus de chances de se souvenir de ce à quoi on a rêvé, et même plus de chances d'avoir un peu plus de lucidité pendant le sommeil. Donc il me semble, ça n'a pas été présenté de cette manière-là, parce qu'on n'est pas allé peut-être aussi dans les détails sur le travail de la vigilance et comment elle fonctionne pendant la méditation, mais il me semble que si on est habitué à se focaliser sur le souffle et qu'on est complètement emmené dans nos pensées, la chose à faire, c'est une fois qu'on revient au souffle, c'est de se souvenir très brièvement de ce qui vient de se passer. Alors, le très brièvement, c'est à vous de le trouver dans votre expérience, parce que le truc, c'est qu'il ne faut pas se raconter l'histoire, parce qu'on va repartir dedans. Il faut faire comme si je venais d'imaginer le truc de la pizza, par exemple. Ça va être juste d'avoir une image de pizza, par exemple. Ok, c'est la pizza. Je ne vais pas commencer à raconter toutes les étapes de ce que je viens d'imaginer, parce que sinon, c'est sans fin. Le but, c'est pas, si on prend l'exemple de la conduite, de regarder dans les rétros et de passer son temps à regarder dans les rétros en oubliant complètement la route. On se souvient que la vigilance, elle est conditionnée à la qualité de la pleine conscience. C'est parce qu'on est en train de regarder la route qu'on va pouvoir regarder dans les rétros. Si on regarde que dans les rétros, on va perdre complètement la trajectoire.
De la même manière que si on commence à essayer de dompter l'éléphant de l'esprit avant même qu'il soit attaché à un poteau, le poteau de la pleine conscience, on va partir, ça va être un vrai rodéo. Donc, l'image qu'on peut avoir, c'est de se souvenir très brièvement de ce qu'on vient d'avoir à l'esprit et de le répéter avec mesure. Il ne faut pas le répéter trop souvent, mais le répéter de plus en plus, et vous allez voir que ces pensées, elles vont être de plus en plus claires. Et le temps que vous allez consacrer à ces distractions qui vous font complètement perdre l'objet, elles vont commencer à être un petit peu plus raccourcies. Ou bien que plus rapidement, vous allez reprendre conscience avec le souffle. Un petit peu comme quand on se souvient des rêves et qu'on a plus de chances pendant les rêves d'avoir une forme de lucidité. Donc là, les rêves, c'est nos distractions. On va avoir plus de chances de revenir à l'objet de méditation et de commencer à éclairer un peu ces distractions. Donc la première étape, c'est brièvement s'en souvenir et de laisser aller, et de les laisser se dissiper, de ne pas se raccrocher à cette distraction qu'on vient d'avoir, d'abandonner la pizza et de revenir au souffle. Donc on éveille la conscience, qu'est-ce que c'était? Hop, ah ouais, c'était pizza. Ok, je reviens. Même si la pizza, elle est vraiment intéressante dans votre esprit, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est que l'attraction que ces choses ont dans l'esprit va être assez fort au départ et va petit à petit complètement se dissiper. La pizza va être impérieuse. Au moment où vous allez vous souvenir de la pizza, il va falloir que vous racontiez encore l'histoire de ces petites olives. Mais après un moment, les petites olives, elles vont se dissiper et vous allez beaucoup plus rapidement revenir au souffle. C'est les étapes. Hein. Et puis après, la pizza, elle va être présente à l'esprit avec le souffle. C'est une distraction qui ne va pas nous faire perdre de vue l'objet de méditation. Et puis après, la pizza, elle va être beaucoup moins forte que le souffle. Et après, la pizza, elle va être juste un mini grésillement. Et puis après le mini grésillement, la pizza, elle ne vient plus. C'est les étapes, en fait. Donc la vigilance, pour commencer, elle observe principalement les choses majeures. Autre indication très importante dans la méditation, ne pas essayer de porter attention aux micro-grésillements quand on ne peut pas encore porter attention à ces distractions qui nous extraient complètement de la méditation, qui nous font complètement perdre l'objet qu'est le souffle, par exemple. La priorité, on commence par les choses grossières, les choses les plus importantes. Ici, les distractions qui nous extraient complètement de l'objet. Et puis après, celles qui viennent s'inviter alors qu'on est encore concentré sur l'objet. Et puis après, les mini-grésillements, c'est les étapes. Parce que de toute façon, la vigilance, elle va se parfaire aussi. Au départ, elle est un petit peu aveugle, elle ne sait pas trop regarder, et à mesure qu'on va se détendre et stabiliser l'esprit, alors la vigilance, elle va pouvoir recommencer à reconnaître des choses de plus en plus fines. Mais si on espère que la vigilance, dès le départ, observe des choses très fines, on va tendre l'esprit, et on va perdre en concentration. D'abord, on stabilise l'éléphant de l'esprit sur le poteau de la pleine conscience, et une fois qu'il est calme, on peut commencer à observer les choses grossières, ces pensées qui nous ont complètement extraits. Et on le fait graduellement. C'est à vous de trouver dans votre expérience comment ça se décline. Ok ? Et ça, toutes ces pensées, elles sont ce qu'on appelle des pensées dysfonctionnelles. C'est-à-dire, c'est des pensées qui ne servent pas à la méditation. Il faut faire la différence entre les pensées dysfonctionnelles et les pensées fonctionnelles dans la méditation. Les pensées fonctionnelles, c'est un petit peu votre activité de regarder ce qui se passe. Ça va aider la méditation parce que vous allez voir qu'en activant cette vigilance, votre esprit va être beaucoup plus calme parce que c'est en éclairant ces distractions qu'elles vont finir par se dissiper. Elles ne se dissipent pas d'elles-mêmes, mais on le fait graduellement. Donc toute cette activité d'observation, de la vigilance, ce sont des formes de pensée, de se souvenir, et c'est des pensées fonctionnelles dans la méditation. Elles sont utiles. Mais la pizza, aussi bonne soit-elle, elle n'est pas fonctionnelle dans la méditation. Elle nous distrait parce qu'elle nous fait complètement sombrer dans quelque chose qui nous empêche
de nous focaliser sur l'objet de méditation. Donc parce que observer les pensées est un petit peu délicat, on va commencer par faire une méditation de calme mental avec une emphase particulière sur la détente. Donc je vous invite à prendre une position confortable. Et ce qui peut sembler peut-être un peu contre-intuitif, c'est qu'on peut même avoir de la clarté sur la détente. On peut faire sur la détente du souffle ce qu'on fait pour tous les objets de la pleine conscience. C'est-à-dire déjà essayer de trouver cette détente, essayer de la trouver avec clarté, essayer peut-être de ne faire qu'une ou deux respirations, mais on a l'impression que les muscles qui sont engagés dans la respiration se meuvent avec aisance, que c'est pas juste pour inspirer de l'air, c'est pour se faire du bien et pour calmer les activités du corps qu'on respire. Donc, de la même manière qu'on peut trouver l'objet du souffle, on peut trouver aussi l'objet du souffle en détente, dans une forme de relaxation. Et on peut même avoir cette intensité de se dire « Waouh, cette respiration que je viens de faire, là, c'est super détendu. J'ai trouvé l'objet de la détente en lien avec le souffle. » Et on ne force pas. Ce qu'on a vu en début de session, c'est que, tiens, vous allez l'essayer aujourd'hui si ça vous intéresse, de le faire plein de fois dans la journée. 1 ou 2 respirations, 3 respirations, 10 respirations, et après ces 10 respirations, essayez de sentir, de percevoir que votre esprit vient se calmer et qu'il observe un souffle détendu, plus détendu. Il ne faut pas essayer de voir des absolus, il ne faut pas essayer de voir une détente complète, mais en tout cas quelque chose qui est plaisant. La respiration est plaisante, comme si elle était bénéfique, comme si elle vous apportait quelque chose. Et là, vous pouvez vous dire, waouh, ça, je pense avoir trouvé la détente. Ok ? On peut essayer. Et on le fait par petites étapes, c'est pour ça que j'interromps cette méditation, qui est peut-être même pas vraiment une méditation. Essayez pas de le voir vraiment comme un départ de pleine conscience, mais plutôt comme des petits tests pour essayer de comprendre vraiment la détente du souffle. D'abord, on prend contact avec la respiration. Quand on inspire, on sait qu'on inspire. Quand on expire, on sait qu'on expire. Et de temps en temps, on essaie de percevoir avec une forme d'intensité mentale accrue, qui ne veut pas dire une forme de tension et de raideur mentale. On perçoit et on accompagne la détente du souffle, et peut-être sur l'expiration, ça peut nécessiter que vous relâchiez
les diverses tensions musculaires au niveau des épaules, du visage, du dos, et de percevoir à ce moment-là ce qui se passe dans votre esprit. Et si vous observez quelque chose qui se dissout d'une forme de tension, alors vous pouvez commencer à vous dire, ouais, ça, c'est un pas vers la détente. C'est pas parce qu'on médite sur le souffle que le souffle doit être ennuyeux. Et d'ailleurs, si on veut apposer une force contraire à l'excitation que provoque en nous la pizza, par exemple, il va falloir trouver quelque chose qui soit attractif dans notre esprit. Et le moyen de le faire, c'est de trouver quelque chose qui, lorsqu'on se focalise dessus, ça nous fait du bien, ça nous pacifie, ça nous détend, ça nous calme. Donc autoriser le souffle à devenir bien plus qu'un objet ennuyeux, l'autoriser à devenir le moyen de notre détente et de notre paix. Et l'esprit qui petit à petit regarde un souffle détendu va absorber les mêmes qualités et devenir lui aussi détendu. Parce que quand on observe quelque chose en nous qui est détendu, alors c'est un peu nous-mêmes qui commençons à être détendus. Il y a vraiment cette relation symbiotique entre la qualité du souffle et la qualité de notre esprit.
Et comme pour toutes les méditations, on commence par se familiariser, essayer de trouver la détente du souffle. Donc on fait quelques cycles de respiration. Et quand on le sent, quand on sent qu'il se passe quelque chose, une petite avancée, un petit pas vers un peu plus de détente, on peut se dire waouh, ça c'est un peu plus de détente, ça c'est l'objet que je cherche. Pas l'objet que je cherche à tout prix, juste l'objet que je cherche, mais je le cherche quand même. Et l'étape de regarder en nous et de se dire waouh, j'ai trouvé le souffle, ça accentue un peu plus l'effet de la détente parce que c'est pas simplement qu'on a de la détente en nous, c'est que tout à coup on la regarde et on se dit waouh, j'en ai. Et donc ça accentue un peu plus les effets de cette détente. C'est pas juste une détente qu'on regarde et qu'on oublie, c'est une détente qu'on vient fixer dans notre esprit en disant ah, ça, c'est un peu plus de détente. Et peut-être qu'on peut trouver avec un peu plus de clarté cet objet de la détente, mais il faut aussi être réaliste et se dire que c'est un projet, on peut y revenir plusieurs fois dans la journée, et peut-être que c'est pas maintenant qu'on ressent quelque chose, peut-être même qu'on a l'impression que ça nous tend un peu d'essayer de se détendre, mais en tout cas on a les instructions pour essayer de le répéter à nouveau dans la journée. Parce que si on ne fait pas quelques respirations avec de la détente, comment on peut espérer qu'en en faisant pendant 20 minutes, tout à coup, la détente arrive comme par magie? Ça serait un peu contradictoire avec l'idée que d'abord on trouve l'objet et ensuite on le développe. Il ne vient pas tout seul. Et je pense que la détente a besoin d'être un petit peu travaillée, et puis d'ailleurs elle peut être travaillée par des réflexions. Qu'est-ce qui empêche la détente? Qu'est-ce qui sont les obstacles à la détente dans ma vie? Vers quoi quelles sont les tensions que j'ai? Est-ce que j'ai l'impression que je peux être plus détendu? Quelles sont les activités qui sont les miennes dans la journée qui viennent complètement invalider cette possibilité d'être détendu?
Donc la deuxième partie, ça va être simplement, ben là, on se laisse beaucoup plus aller, on a un peu dessiné le contour avec précision ou pas, mais en tout cas en recherchant un peu de clarté mentale sur ce qu'est la détente. Et la deuxième partie, ça va être simplement respirer et prendre vraiment ce qui vient de la détente, du souffle, d'accepter les variations, d'accepter que l'esprit ne soit pas totalement clair. Parce qu'une fois qu'on a un petit peu de clarté dans l'esprit, ben, si on continue, on va créer une forme de tension, puis on n'aura pas la stabilité. Mais par contre, si on retravaille la stabilité avec beaucoup plus de légèreté sur, ben, on n'est pas en train de sans arrêt de regarder est-ce que j'ai bien l'objet à l'esprit, est-ce que le souffle apparaît clairement. Si on se relaxe juste en se disant, ben voilà, il n'a pas besoin d'être clair pour être là, il est là. Et on essaie de respirer naturellement et simplement focaliser l'esprit, sans trop chercher, sur le souffle.
calmement, on peut mettre fin à cette méditation. Si après ces 5 sessions, si vous suivez les 5 sessions, vous vous souvenez de ce qu'est la pleine conscience et de l'importance de la vigilance dans la concentration, et vous vous souvenez aussi de ces 2 étapes, que la concentration, la pleine conscience sont parfaites avec l'union de la clarté, l'intensité et de la stabilité, je pense que vous avez devant vous des années de pratique nourries avec quand même de solides fondations. Ce qui arrive quand on met trop l'emphase sur la stabilité et qu'on oublie cette clarté, c'est ce qu'a dit Cyril la semaine dernière, c'est qu'il arrive un moment où on n'a plus de surveillance. On est bien, mais l'esprit devient un peu bête. il devient un peu... On n'arrive pas à se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je suis détendu, mais je dois aller... Il y a des trucs qui viennent, je ne sais pas trop ce que c'est. On n'arrive pas à reconnaître ce qui se passe, on n'arrive pas à faire la lumière sur le contenu mental, et la pratique doucement dégénère. Et si on n'arrive pas à reconnaître ces distractions grossières, on ne va pas pouvoir reconnaître les distractions subtiles, qui sont les obstacles principaux à la concentration, qui sont le relâchement et l'excitation. En fait, si on arrivait à enlever de l'esprit ces 2 choses-là, on serait totalement absorbé dans la méditation. Le relâchement, c'est une forme de lourdeur mentale, de nuit à l'intérieur du jour, comme quand il y a une éclipse, d'un coup en plein jour, on voit plus aussi clairement. Et comme on doit conduire l'esprit à un point d'équilibre qui est très étroit, très, très maigre, très fin, si on perd cette clarté mentale, on ne va pas savoir conduire l'éléphant qui au départ était un peu lourdeau et qui devient vraiment hyper agile. On ne va pas réussir à le conduire à grimper, on pourrait dire, au-dessus d'un petit tronc, au-dessus d'un précipice. C'est ce qu'on doit faire au final quand on développe la concentration, qu'on arrive à l'étape 7, 8, 9. On arrive à quelque chose qui est dans l'esprit, la réconciliation de 2 facteurs qui semblent complètement opposés, mais qu'on arrive à réconcilier dans la méditation. Et pour ce faire, ça demande beaucoup d'agilité. Et l'agilité, elle vient de cette intensité mentale qu'on arrive à faire surgir dans l'esprit à mesure qu'on médite. L'analyse est souvent un des meilleurs moyens pour calmer le relâchement. Quand on sent qu'on est un petit peu relâché, on éveille les capacités cognitives de l'esprit. Donc cette première partie, c'est voué à éveiller cette clarté mentale pour qu'au moment où on va activer cette vigilance, on va voir les choses. Elles vont être claires. Parce que quand on habitue l'esprit à reconnaître les choses en se disant avec intensité, ça c'est le souffle. Et bien on habitue l'esprit à reconnaître les distractions en disant ça c'est une distraction. Parce que si on n'habitue pas l'esprit à reconnaître clairement les choses, les distractions vont venir comme des bulles et on ne sait pas ce que c'est. C'est assez curieux ce qui arrive dans l'esprit quand on médite. Donc activer cette certitude, ça aide à reconnaître les distractions à mesure qu'elles viennent. Mais ce n'est pas tout, il faut également, une fois qu'on a dessiné les contours de notre objet très clairement, il disparaît derrière la vitre, embué, et on se satisfait de l'apparence qu'il prend à l'esprit. On se satisfait complètement.
On n'essaie plus d'avoir cette intensité mentale. En tout cas, pas au départ. Mais ensuite, elle va revenir. Mais tout d'abord, on se contente vraiment de ce qu'on a, de cet objet un peu merdique, pour parler euh, mal. Mais au départ, c'est ça, l'objet, il est merdique. Le souffle, il n'est pas bon. Quand j'avais cette certitude, il était intense, il était très détendu. Mais même quand je commence à faire la deuxième partie de la méditation, la stabilité, la détente, elle est peut-être même plus forcément là. C'est pas grave. On accepte une destruction de la qualité de l'objet du passage de la première à la deuxième partie et on fait avec. Et c'est comme ça uniquement que la stabilité va pouvoir venir. On ne court plus après quelque chose. Donc il faut à la fois courir après quelque chose et savoir ne plus courir après quelque chose. C'est en ça que les deux facteurs de ces deux parties de la méditation semblent s'opposer et pourtant ils cultivent deux aspects qui sont importants pour la concentration. Ok ? Faisons un test pour voir maintenant, parce qu'on va travailler sur ces pensées dysfonctionnelles à travers les pensées fonctionnelles qui sont capables de reconnaître ces distractions. Faites un test. Portez votre attention à la sensation tactile que vous percevez de votre corps sur les coussins, sur la chaise, sur un lit. Donc ça, c'est votre objet de pleine conscience. Il est là. Votre esprit est englué sur lui. Et patientez quelques instants pour essayer de reconnaître la présence d'une distraction. Une distraction qui vient complètement vous enlever l'objet. Et si c'est le cas, qu'il y a une distraction qui vous a complètement enlevé de l'objet, faites ce test à l'intérieur de la pleine conscience, c'est-à-dire en revenant sur la sensation tactile que vous avez de vos fesses sur le coussin, par exemple. Posez-vous la question de vous souvenir ce que c'était et de faire juste un cliché, un instantané de ce que c'était et de revenir à la sensation. Essayez de faire ça plusieurs fois. Ok. Alors il ne faut pas le faire trop souvent. Hein. Dites-vous bien que c'est à l'intérieur de la pleine conscience qui observe la sensation tactile de vos fesses sur le coussin. C'est à l'intérieur de ça que de temps en temps, vous allez pouvoir commencer à questionner ce qui se passe. Est-ce que j'ai été distrait ? La pleine conscience, sa fonction, c'est pas oublier l'objet. La fonction de la vigilance, c'est d'observer si on est distrait, si on a été distrait, si on est sur le point de l'être. Mais au départ, on observe uniquement à l'intérieur de la vigilance ces pensées qui nous extraient complètement de l'objet. Ok, on peut refaire un test.
Ok. D'un côté, l'esprit, il accepte l'apparence complètement grossière que la sensation tactile de nos fesses sur le coussin prend à l'esprit. On ne l'a pas en haute définition, là, la sensation. C'est normal. C'est la partie de la méditation qui est focalisée sur la stabilité. On accepte cette apparence grossière. Et de temps en temps, on n'essaie pas d'être un control freak, dans le sens d'être dans la surveillance, d'être sans arrêt, il faut que je... C'était quoi la pensée? Oui, mais j'ai oublié le début de la pensée. Là, je me souviens du milieu de la pensée, de la distraction, mais je me souviens plus du... Non, non, ça, il ne faut pas verser là-dedans. Ça veut dire que là, peut-être, on active la vigilance un peu trop tôt si on a absolument besoin de tout savoir. Et si vous répétez ça plusieurs fois dans la journée, par petites sessions, vous allez voir à quel point ça éclaire le contenu de votre esprit et à quel point ça calme l'esprit aussi. Vous allez peut-être beaucoup plus facilement faire l'expérience de votre esprit sans pensée. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de distraction. Parce que vous les avez éclairés et que vous les avez laissés se dissoudre et qu'elles reviennent beaucoup moins qu'avant. Donc les pensées dysfonctionnelles, ce sont celles-ci de ces pensées qui nous contrôlent. Et les pensées fonctionnelles, c'est à l'intérieur de la méditation, c'est savoir se diriger, appuyer sur la vigilance avec soin, sans trop l'activer, sans trop peu l'activer non plus. Vous voyez, c'est vraiment une forme de pilotage. Quand Bouddha prenait l'exemple de l'éléphant, quand on prend aujourd'hui l'exemple de la voiture, c'est vraiment une forme de pilotage. Vraiment, vraiment. Et à mesure que la pleine conscience augmente, le faisceau mental devient beaucoup plus clair et la vigilance peut commencer à voir des choses que vous n'imaginiez même pas pouvoir percevoir. C'est en ce sens que quand on commence à absorber l'esprit, on se souvient même de souvenirs qu'on pensait avoir complètement oubliés, parce que l'esprit devient souple. On a alors accès avec la conscience à des choses qu'on pensait complètement avoir oubliées, ou même au niveau du fonctionnement, l'esprit fonctionne beaucoup mieux, les choses sur lesquelles on réfléchit sont beaucoup plus puissantes. Et c'est pour ça que cette pratique, c'est la fondation de la vision supérieure, de Vipassana, parce que si on veut regarder dans les entrailles ou dans un fond marin, par exemple, qu'on est sur la jetée, on est en Corse, des fonds marins très clairs, et qu'il y a des vagues, on n'arrive pas à voir clairement ce qui se passe au fond. Donc les vagues, c'est vraiment les grosses distractions. Mais une fois qu'il y a les vagues qui sont totalement calmées, il reste parfois des courants qui font qu'il y a un peu des particules en suspension. Et ça, c'est l'excitation et le relâchement. Et quand ça disparaît, parce qu'on l'a traité, on l'a dépassé, alors uniquement à ce moment-là, on peut commencer à voir à 4-5 mètres avec une clarté. On peut voir des choses en nous, on peut comprendre des choses sur notre existence, sur nos fonctionnements, qui n'étaient pas accessibles avant. Et il n'y a rien de magique, c'est simplement le pouvoir de l'esprit qu'on a développé. Refaisons un test. Focalisez sur... Vous prenez le souffle, si c'est plus simple pour vous de prendre le souffle, parce que c'est peut-être pas non plus très opportun de changer d'objet sans arrêt. Restez sur ce souffle à minima, et de temps en temps, interrogez-vous, est-ce que j'ai été distrait? Si oui, petit souvenir, petit cliché, et je laisse se dissiper.
Ok. Alors un petit mot, précaution à prendre quand on fait cette méditation et qu'on commence à activer cette vigilance, c'est bien de se souvenir qu'on n'active pas la vigilance sans pleine conscience. On ne commence pas à la méditation en essayant de savoir à quoi on pense sans arrêt. Ça, c'est vraiment, ça peut être dangereux et je pense que c'est pas sous-estimer cette idée-là que de dire que ça peut être dangereux, ça peut être une forme de rumination, ça peut être une forme d'acceptation de la rumination, en fait. Et l'exemple qui est pris, c'est essayer de monter sur l'éléphant et de lui faire faire de le faire monter sur ses deux pattes arrière ou ses deux pattes devant, si l'éléphant, on ne sait même pas le tenir accroché à un poteau, par exemple. Et on peut faire du rodéo avec l'esprit aussi. Et je sais que c'est assez commun d'avoir des pratiques de méditation qui encouragent à observer les pensées sans une ancre dans la pleine conscience, c'est-à-dire sans se maintenir à quelque chose. Et on pense qu'on médite, et ce qui arrive, c'est qu'on tombe dans une forme de rumination qui fonctionne parce que on arrive à voir un peu nos pensées, mais on s'identifie complètement à elles, elles se multiplient dans notre esprit, on tombe dans un état d'esprit qui est assez négatif, où on ne voit que les problèmes, où on continue à se dire sans arrêt « je suis distrait », où on prend contact avec le contenu de nos pensées avec parfois beaucoup de violence. Et ça, c'est vraiment pas la chose à faire. La manière de sécuriser notre esprit, c'est de commencer par calmer l'attention, de se focaliser sur notre objet, de ne pas porter attention à ses pensées tout de suite et d'y venir très graduellement. Parce que ce qui arrive, c'est vrai, et vous le découvrez ou vous l'avez déjà découvert, quand on médite sur le souffle et qu'on commence à illuminer le contenu de nos pensées, on commence à vraiment rentrer en contact avec ce qui se passe dans notre esprit et en nous. Et ça peut être très déstabilisant parce qu'il y a des pensées que on va voir qu'elles sont récurrentes. Il y en a d'autres qu'il va falloir accepter parce qu'elles sont difficiles, parce qu'elles sont des avis, des regards, des projections, des certitudes qui sont parfois difficiles à laisser passer. C'est difficile de les reconnaître et de se dire « Waouh, il faut que je la laisse aller, que je revienne au souffle ». Mais c'est beaucoup plus difficile quand on n'a pas d'encre et qu'on ne sait pas se retenir à quelque chose. Donc là, il faut se retenir au souffle, et c'est à l'intérieur du souffle qu'on commence à venir toucher tout doucement le contenu de nos pensées. Tout doucement. Avec beaucoup de soin et de bienveillance envers soi. Parce que sinon, on voit une prolifération de pensées et on se dit, il faut que je traite ça. Sauf qu'on a complètement perdu l'outil mental qui nous permet de le faire avec sécurité. Et on finit par complètement observer nos pensées, comme si on laissait notre esprit complètement dériver, et on suit ça. Et ça conduit à des états qui sont très très négatifs. Or, le but, c'est que la méditation, elle soit à même de calmer ces choses-là, pas de les faire se multiplier dans l'esprit. Il est souvent dit, on entend souvent des maîtres qui disent que quand on commence à méditer, on a l'impression que les pensées se multiplient. Et c'est vrai, mais il ne faut pas non plus penser que parce qu'il a été dit ça, qu'il faille maintenir un état dans lequel, pour valider qu'on fait des progrès, il faut qu'il y ait de plus en plus de pensées qui viennent. Non. Au départ, on ouvre la porte sur le contenu de notre esprit et on voit beaucoup de pensées. Mais au final, le signe qu'on pratique correctement, c'est que ces pensées, elles se calment, pas qu'elles se multiplient.
Donc au départ, c'est parce qu'on n'est pas habitué à regarder nos pensées qu'on a l'impression qu'elles se multiplient, mais en fait elles ont toujours été là. Mais par contre, si elles se multiplient vraiment, c'est qu'on fait quelque chose de travers. Ok? Hyper important ça. Faites-le à l'intérieur de la pleine conscience. Faites-le à l'intérieur de la détente. Parce qu'après, on trouve des pratiquants de méditation qui deviennent des sortes de déboueurs de l'esprit, où on a l'impression que la seule chose à faire, c'est venir extirper toutes ces choses, et on tombe dans quelque chose qui est absolument pas dans la détente, absolument pas dans la pleine conscience, et qui est une forme de rumination. Ok? Donc on va faire une méditation maintenant sur le souffle, dans lequel vous allez d'abord, on va sauter l'étape 1, qui est l'étape de la clarté. Là, on va simplement se satisfaire du souffle comme il est et développer la stabilité. Et de temps en temps, à votre rythme, vous pouvez éveiller cette vigilance qui se souvient des pensées qu'on a eues, pas celles qu'on a eues ce matin, celles qu'on vient d'avoir. On fait un petit cliché et on les laisse aller. Et toujours on revient sur le souffle, c'est notre ancre, c'est notre support, c'est ce qui nous rattache à une forme de conscience. Parce que la rumination n'est pas une forme de conscience, c'est une forme de distraction perpétuelle, la rumination. Ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Le processus ici, il est sain, il est bénéfique et il soigne l'esprit parce qu'il est dans une forme de contrôle et de conscience. Ok ? Et souvenons-nous de l'indication de la semaine dernière, c'est pas parce que le souffle n'apparaît pas clairement qu'on l'a perdu. Souvenez-vous de ça. Donc on peut toujours garder la confiance qu'on est bien en contact avec le souffle. Laissez vraiment le souffle aller. S'il doit être sonore, qu'il soit sonore. Là, c'est la stabilité, la détente. Et à l'intérieur de ça, petit à petit, des petites touches de surveillance dans les rétros. L'esprit est distrait, c'est normal. C'est pour ça qu'on s'entraîne. On n'essaie pas de se poser trop souvent la question, est-ce que je suis distrait? Non, non, il faut que ça vienne vraiment par petites touches.
faut que l'esprit soit beaucoup plus positif que négatif, il faut qu'il soit beaucoup plus focalisé sur ce qui se passe de bien dans la méditation, c'est-à-dire nous qui sommes en contact avec le souffle, que d'être conscient de ce qui dysfonctionne, comme les perturbations. Il ne faut pas être à l'affût du négatif dans la méditation. Pour entretenir l'enthousiasme, il faut avoir une encre dans ce qui fonctionne, même si ça fonctionne à minima, même si c'est pas de bonne qualité. Développer une forme de contentement sur, bah ouais, le souffle, ça y est, je l'ai quand même, il n'est pas toujours très clair. Et on se maintient sur ce qui est positif. Et à l'intérieur de cet esprit positif qu'on cultive, on peut ouvrir doucement la fenêtre sur ces choses qui nous font sortir de l'objet de méditation. Et si ça vous semble trop, alors focalisez-vous uniquement sur la pleine conscience du souffle. C'est peut-être trop tôt pour commencer à éveiller cette vigilance.
laissez votre souffle s'adapter aux variations de votre esprit. Si pour vous, alors que vous devenez plus ou moins concentré, vous devez le rendre un peu plus subtil ce souffle, ou moins subtil, ou plus sonore, ça peut aider parfois. Cette méditation, on l'a fait sur la stabilité du souffle, en éveillant un petit peu cette vigilance. Mais on peut inverser aussi, parce que c'est le passage d'un état d'esprit à un autre, de celui focalisé sur la stabilité après la clarté, mais on peut aussi faire ce qu'on vient de faire et terminer en ayant quelques respirations. Vous essayez d'injecter cette intensité mentale doucement, de quelques respirations, et quand vous le sentez, si vous percevez une différence, en ayant accompagné le souffle, de vous dire ah oui, ça c'est la détente du souffle. Faire quelques respirations. Et si vous le sentez, si quelque chose se passe, s'il y a une petite variation qui conduit un peu plus de détente dans la manière de respirer, vous pouvez injecter cette forme de certitude en vous disant ça c'est la détente.
conclure cette méditation. Donc on peut faire clarté, plutôt stabilité. Et puis après, souvent quand on a fait la stabilité, qu'on a vraiment stabilisé l'esprit, quand on éveille la clarté, ça vient beaucoup plus facilement qu'avant. Peut-être vous ferez cette expérience. Et après on alterne stabilité et clarté, donc on passe de chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, tiède, 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 et puis après on arrive vraiment à voir ces deux choses quasiment ensemble, totalement stable, clair. Et après, il faut, là on le fait de manière un petit peu artificielle, on commence artificiellement en s'aidant de, on a décidé que la moitié de la méditation c'était clarté, après moitié stabilité. Mais après, il va falloir percevoir, à mesure que la vigilance se développe, que là je suis en train de sombrer un peu, et à ce moment-là, à l'intérieur de la méditation, on injecte un peu de clarté. On maintient la clarté. Quand la clarté devient un petit peu tendue, qu'elle conduit à une forme de tension, on développe la stabilité, la détente. Quand il y a trop de détente, on finit par sombrer, on met un peu de clarté, on finit par... Et on voit que l'esprit, en faisant ça, ça c'est la vigilance aussi qui va finir par observer ça, en plus des perturbations. Et à ce moment-là, on est conscient de toute la sphère mentale. Les perturbations et les distractions complètement se taisent, et on arrive à faire se taire même les micro-fourmillements du relâchement de l'excitation, et l'esprit commence à s'absorber totalement. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être? Oui, François, j'ai une question. Oui, Cyril. En fait, c'était par rapport à l'application conjointe de donc, la pleine conscience et la vigilance. En fait, il me semble que du coup, quand on a introduit la vigilance, on a introduit du multitâche. Est-ce que c'est pas un peu contre le fonctionnement naturel de l'esprit qui serait pas plutôt monotâche? Et du coup, est-ce que les méditations qui se concentrent uniquement sur les pensées de type distraction ne seraient pas en fait finalement ce qu'il y a de plus adapté? Parce que du coup, ce serait monotâche, quoi. Alors, moi, on n'aurait plus besoin de la méditation parce que moi, les méditations où je suis concentré uniquement sur les distractions, ça m'arrive assez souvent, hein. Non, je plaisante, je te charrie là, mais c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que on a l'impression que c'est du multitâche, mais c'est pas du multitâche. Le multitâche, l'esprit est incapable de faire du multitâche. Quand on fait du multitâche, en fait, on passe sans arrêt de quelque chose à quelque chose d'autre. On est sur le téléphone, puis sur les news, puis on fait le ménage. On passe sans arrêt de l'un à l'autre. Mais on ne peut pas dire qu'on fait vraiment deux choses. Au niveau cognitif, on ne fait pas vraiment deux choses complètement en même temps. C'est sans arrêt un glissement entre une action et une autre. Ici, c'est pas vraiment du multitâche parce que on maintient l'objet quand même à l'esprit. C'est à l'intérieur de cette conscience qui observe le souffle que vient se faire quelque chose d'autre qui nous fait pas complètement quitter le souffle de l'esprit. Donc c'est pas vraiment du multitâche. Si tu as l'impression que c'est du multitâche, si tu as l'impression qu'on t'en demande beaucoup et que c'est un peu comme au bureau par exemple, c'est peut-être que tu éveilles la vigilance trop tôt et que tu manques de stabilité et qu'il faut mettre l'accent peut-être plus pour commencer sur la détente et la stabilité. Et une fois que l'esprit va se détendre, c'est un peu comme quand on revient de vacances, on est beaucoup plus à même de gérer les données. On est beaucoup plus souple que quand on est un petit peu serré en se disant ah ben non, ben voilà, ça, moi je suis déjà stressé au boulot, il faut que j'active la vigilance en plus d'être en train de tenir le souffle. Non, non, mais ça ça veut dire que l'esprit manque de stabilité. Il faut que ça se fasse naturellement et que ça vienne facilement. Ça veut dire que là, il faut peut-être plus calmer l'éléphant sur le poteau. Et après,
euh, se focaliser sur les distractions. Quant à la méditation qui se focalise sur les distractions, en fait, ce n'est pas vraiment une méditation qui se focalise sur les distractions, c'est une méditation qui se focalise sur la nature de la conscience claire et connaissante. Et cet objet, il est nécessaire également, comme pour le souffle, de le reconnaître clairement avant et de voir que toutes ces distractions, elles ont en commun d'être une forme de conscience donc claire et connaissante. C'est pas juste de rien faire que de se laisser aller dans nos distractions. Ça, c'est absolument pas une forme de méditation, de concentration, de pleine conscience. Et ce qu'on maintient à l'esprit dans ces méditations où l'objet de pleine conscience, c'est les distractions, pas uniquement les distractions, c'est de savoir que le dénominateur commun de toutes ces choses-là sont la nature de la conscience claire et connaissante. Et si tu le perds de l'esprit, tu perds vraiment l'objet de méditation. Et là, tu viens simplement être absorbé dans tes perturbations, dans tes distractions, dans tes souvenirs, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence entre reconnaître en temps réel ces distractions et de savoir que toutes ces distractions sont claires et connaissantes. Ça, c'est quelque chose d'autre. La méditation qu'on dit sans objet, en réalité, c'est une méditation qui a pour objet la conscience. Mais comme la conscience, elle est immatérielle, on dit qu'elle est sans objet, cette méditation. Mais c'est une méditation qui a pour objet quelque chose. Tu es maintenu dans la sphère mentale de tout ce qui se passe, mais tu sais que le dénominateur commun de « j'ai pas de pensée, j'ai des distractions, les souvenirs, les projections, le passé, le présent, le futur », tout ça, c'est une forme d'expression de la conscience, d'expression de ta conscience qui est claire et connaissante. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. À peu près. Du coup, est-ce que c'est cette méditation dont tu parles, est-ce que c'est la même que celle que présente Alan Wallace quand il explique Settling Oui. the Mind? Ouais. C'est la même chose, d'accord. Ouais. Okay, donc je pense, pas ouais. forcément. Oui, parce que sinon tu conduis l'esprit à autoriser une forme de rumination en pensant que c'est une forme de méditation et qui conduit à quelque chose de assez négatif. D'accord, ok, je comprends. Le problème, c'est de se laisser embarquer dans les distractions Ouais. et Et tu les vois clairement jusqu'au moment où tu finis par même plus les voir parce que l'esprit développe une forme d'aversion. Comme si tu allais rencontrer à chaque fois quelque chose de déplaisant. Tu n'as plus envie de le faire au bout d'un moment. Et tu le fais de manière brève dans la journée, sans arrêt, tu te dis, ah ben voilà, j'ai encore cette pensée-là, j'ai encore cette pensée-là, et tu penses que tu médites un peu, mais en fait, tu acceptes, tu as systématisé une forme de rumination, comme si tu crées une pratique pour accepter la rumination, ce qui n'est vraiment pas le cas, ce qui n'est vraiment pas la pratique. C'est pour ça que c'est un petit peu... C'est un peu plus subtil cette méditation-là. C'est pour ça que, oui, on en a parlé, c'est pour ça que la méditation sur la nature de la conscience, elle est subtile, parce qu'il ne faut pas justifier la rumination, et il faut maintenir un objet à l'esprit qui est la nature de la conscience, qui est de savoir que toutes ces distractions ont en commun d'être claires et connaissantes. D'accord. Okay. Oui, Fred? Merci. Ou Edith, comme vous voulez. Ça c'est égal, oui. Vas-y. Non, vas-y, Fred. Alors, j'y vais. Ouais, parce que moi, il me semble que j'ai une distraction. En fait, c'est que quand je me mets à méditer, j'ai les instructions qui reviennent. Quoi. J'ai fait plusieurs retraites, plusieurs stages, etc. Et ça, ça m'embête. Je pense que c'est juste une ruse de l'esprit pour se distraire et il amène les instructions sur la méditation. Donc, c'est... Alors, je ne me trompe pas, c'est bien une distraction. Pas nécessairement. Je reprendrai les instructions de Thanissaro Bhikkhu, qui est la tradition Theravada, qui dit si vous avez des pensées, mais qu'elles servent à votre méditation pendant que vous méditez, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est aussi le retour des pensées fonctionnelles. Si à l'intérieur de la méditation, tu as une voix qui te dit ah, il faut, tu te souviens François ce qu'il a dit sur la vigilance, en fait, tu rappelles à l'esprit la vigilance que tu avais oubliée. J'avais oublié qu'il fallait être vigilant. Et d'ailleurs, on remarque que la méditation, elle dégénère souvent parce qu'on oublie les conseils, la technique elle-même.
Donc si tu as une petite voix qui se rappelle à toi en disant « oui, tu te souviens qu'il faut aller activer la vigilance ben, », et que ça te sert à ce moment-là, c'est pas un problème. En revanche, si c'est juste de se répéter les choses alors que tu les pratiques déjà, ou que tu fais correctement, ça peut être une forme de distraction. Moi, je suis assez... Je partage cette distraction. Moi, j'ai souvent la tendance à parfois méditer en me disant « Ah ben ça, il faudra que je le présente comme ça quand je l'enseigne, par exemple. » Sauf que ça, c'est un petit peu pareil que toi, différent, mais ça, c'est une forme de distraction. Oui, c'est une forme de distraction qui est assez subtile. Et par exemple, bon, je sais pas, ça peut être aussi la posture du corps, de pas trop s'avachir, de pas trop... C'est des surveillances comme ça, enfin, qu'on nous a Oui, et données, hein, et qui reviennent. elle est Et importante. du coup, Elle est importante. Et je rebondis sur ce que tu dis. La vigilance, elle observe les pensées, mais pour les gens qui ont tendance à s'endormir en méditation, par exemple, peut-être que la vigilance, elle doit se porter déjà sur les yeux qui se ferment. C'est pour ça qu'on médite les yeux ouverts, souvent dans la tradition tibétaine, parce que en gardant les yeux ouverts, on peut commencer à avoir la vigilance du sommeil, par exemple. Et c'est pareil, la vigilance du sommeil, si on prend souvent attention aux yeux quand ça commence à faire... Eh ben, on va le faire une fois ou deux, puis après on va commencer à savoir que dès que j'ai les yeux qui se ferment, je peux commencer à me rappeler à l'objet de méditation, et on arrive à détourner le sommeil aussi, de cette manière-là. Là, la vigilance est plus portée sur les distractions, mais sur simplement le corps qui est en train de s'affaisser, par exemple. Donc ça, c'est pas un obstacle non plus. c'est pas un obstacle. Non, 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 non. Observer la qualité de son corps, observer que des tensions ne soient pas réinstallées. Quand je dis que la vigilance, elle opère sur les pensées, il ne faut pas le voir de manière trop restrictive. On peut aussi, à l'intérieur de la pleine conscience, observer assez rapidement, à l'intérieur de l'observation du souffle, de ce qui se passe dans notre corps aussi, sans que ça devienne l'activité principale. En gros, la pleine conscience doit rester l'activité principale. Oui. Et autre chose aussi, c'est que parfois, sans être vraiment distrait par un objet identifiable, je sens un mouvement je sais pas, de l'esprit, ou je sais pas, c'est comme une énergie ou quelque chose qui tend à m'éloigner de l'objet, hein, mais sans aller jusqu'à vraiment accrocher autre chose, quoi. Alors, je cherche à me distraire, je sais pas, je cherche quelque chose là qui pourrait... Ça peut être l'ennui un petit peu, hein. Ça peut être... mais Non? je sens ce mouvement, quoi. Je sais pas, justement. Mais parce que moi, j'ai oui. trop pratiqué dans ce que tu dis, dans le négatif, dans faut pas, et il faut faire ci et ça, et trop rigide. Et du coup, je me rends compte que je suis pas sur la bonne voie. Ouais. Et je sais c'est pas, pour ça que j'essaie de reprendre des bases plus encourageantes, plus satisfaisantes, plus gratifiantes, pour justement que l'esprit ait envie, quoi. Et c'est complètement ça. On a l'impression, quand on est stressé au boulot, que de faire de la surveillance de notre esprit, ça va être l'attention. Sauf que l'attention, elle vient de nos attentes, elle vient de nous qui regardons plus les distractions que les choses qui fonctionnent. Ce qu'on a vu dans la séance précédente, c'est qu'on arrive à avoir du contentement sur un objet complètement mauvais. Et c'est en trouvant ce petit fil à l'intérieur de ce chaos, en se focalisant sur ce petit bout de la bobine, qu'on arrive à dérouler et à tirer quelque chose de positif de l'esprit qui va conduire à la concentration. C'est pas en se focalisant sur que les distractions. Ouais, je pense que bien établir la pleine conscience, bien comprendre les deux phases de la clarté, où on dessine clairement, et ensuite de la stabilité. Je répète les choses 1000 fois, mais je pense que c'est important, que dans la deuxième partie, on ait vraiment du contentement pour l'objet mauvais qui est pris dans l'esprit. Et en déroulant ça, on va éveiller l'esprit à pouvoir faire de la vigilance après beaucoup plus facilement. C'est pas parce que je l'enseigne dans la 3e session de l'introduction à la pleine conscience que ça veut dire que vous êtes nécessairement tous prêts à activer cette vigilance dans votre pratique personnelle tout de suite. Non, moi je dois enseigner la technique, mais après c'est à vous d'être perceptif
est-ce que c'est le bon moment ou pas? Comme disait Cyril, peut-être que le bon moment, c'est d'y aller tout doucement, de commencer par la détente, la stabilité, le contentement. Oui, merci. Je t'en prie. Fred, oui? Oui, merci François. Une question concernant lorsqu'on perd un peu l'intérêt pour l'objet, donc la clarté, comment retrouver cet intérêt de manière un peu pérenne? Parce que j'arrive à le faire en faisant un effort mental pour me reconcentrer sur la respiration, par exemple. Mais je vois bien que ça ne dure pas suffisamment longtemps. Donc, je sais que dans la tradition tibétaine, par exemple, pour lutter contre les distractions, on peut penser à la satisfaction un peu voilà, de la vie en général, ou des distractions, ces objets qui nous attirent en fait. Mais dans le sens contraire, pour retrouver l'intérêt pour la clarté, est-ce qu'il y a des techniques un peu plus analytiques, disons, on essaie de penser à des choses comme cela? Alors, ce qu'on est capable d'accomplir dans la méditation est limité. On ne peut pas faire des merveilles dans la méditation si, avant la méditation, on n'a pas cultivé certaines qualités dans l'esprit. La latitude de la méditation est limitée si, par exemple, on a beaucoup de distractions. C'est comme si on avait une planche de bois couverte de boue et qu'on prenait simplement un tout petit micro-pinceau pour venir la nettoyer. C'est un peu ce que fait la concentration, la méditation. Elle vient finir un travail qui déjà a été fait préalablement par la compréhension de plein de choses. Donc, dans la transformation intérieure, la concentration est presque le résultat déjà d'une compréhension profonde sur qu'est-ce qui importe dans la vie, sur les bienfaits de l'attention, et les avoir clairement à l'esprit pour qu'ils résonnent en nous, pour qu'au moment où on médite, ce ne soit pas simplement le souffle chiant versus la pizza hallucinante que je vais faire tout à l'heure, parce que là, on va se retrouver avec un micro-pinceau à essayer de se focaliser sur le souffle, alors que les qualités de la pleine conscience, l'importance que la méditation a dans notre vie, n'est pas du tout présente à l'esprit. Donc ce qu'on peut faire quand on trouve qu'il y a beaucoup trop de perturbations, c'est de revenir à des méditations simplement analytiques, de réflexion en se disant mais est-ce que je mets vraiment une priorité sur le développement de mon esprit? Est-ce que je mets vraiment une priorité sur la culture de la concentration? Combien de temps ça m'anime par jour? Est-ce que c'est réaliste de penser que je peux vraiment calmer mon esprit quand je médite 20 minutes par jour et que le reste du temps, je laisse mon esprit complètement en jachère? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Donc c'est vraiment aussi le conseil, peut-être que quand on veut restaurer un peu d'enthousiasme, il faille interroger des choses un peu essentielles dans notre existence. Parce que la méditation, c'est le résultat aussi d'une transformation un peu globale. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais si tu veux restaurer la clarté mentale, ce qui peut être bénéfique, c'est de méditer sur des méditations comme la joie, par exemple. Te souvenir de tes propres qualités, de souvenir toutes les choses bénéfiques que tu as fait dans ta vie. Moi, je me rends compte que, et d'ailleurs, c'est un des moyens dans la méditation pour contrer le relâchement. Quand on a trop de relâchement et que dans la méditation, les techniques à l'intérieur de la méditation ne sont pas à même de lutter contre ce relâchement, il est dit dans les textes qu'il faut mettre fin à la méditation de calme mental, mettre fin à la méditation de pleine conscience, faire une méditation analytique pour retrouver un peu de joie. Ok, quels sont les bienfaits de la pleine conscience? Si j'avais plus de concentration, comment serait mon existence? Et là, on finit par développer de l'aspiration en se disant, bah, c'est possible, si j'étais hyper concentré, si j'étais plus en paix, si j'étais tout simplement plus heureux, et on finit par y croire à nouveau, ce qui fait qu'au moment où on va revenir sur le coussin de méditation pour méditer sur le souffle va être plus le souffle chiant, ça va être le souffle potentiel de mon futur bonheur et de ma capacité à aider les autres aussi. Donc l'indication que je peux te donner peut-être, c'est te porter sur des choses qui élèvent l'esprit, qui le dynamisent, qui donnent confiance en soi, qui donnent du pouvoir. D'accord, ok.
Ok, donc C'est un peu... même arrêter peut-être la méditation et faire une méditation analytique rapide, peut-être à côté, pour retrouver l'enthousiasme, de la motivation, Oui, de l'intérêt. alors c'est ce qui est dit dans les textes, mais il ne donne pas la durée. Et moi, je me suis rendu compte en retraite parfois que quand j'ai fait cette retraite dans les Alpes, j'ai justement sombré un peu trop dans le relâchement à certains moments. Et c'est pas juste quelques minutes de méditation analytique qui ont permis de refaire le point, c'est des jours pour retrouver une forme de force, de dynamisme. Donc parfois, c'est des questionnements qu'on peut engager dans notre existence qui ne sont pas simplement le résultat de quelques minutes seulement. Ça, après, il faut que ça... Pour revenir à la méditation, il faut que ça fonctionne, que ces méditations analytiques, elles reproduisent vraiment un effet dans notre esprit. Donc elles vont de pair finalement, donc sur la Bah oui. préparation de la concentration, En fait, on plus se rend compte travailler qu'on a souvent l'impression que quand on utilise le calmement mental, il ne faut pas faire de méditation analytique, mais en fait, les deux sont complètement conjointes, mais il y a un moment où la méditation de calme mental, elle est accomplie. Premièrement, dans les derniers moments, il n'y a plus besoin de faire d'analyse, et on accomplit le calme mental, et à ce moment-là, on peut réveiller à nouveau l'analyse à travers Vipassana. Mais je pense que dans toutes les étapes, on a besoin de conserver de l'analyse, de la compréhension profonde, et les deux sont complémentaires, hyper importants. Je crois que les deux sont complémentaires, et voilà. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Eh bien, on va s'arrêter. Je mets la vidéo de la semaine dernière en ligne. Elle est en ligne à midi, là. Et j'ai deux autres vidéos. Une qui va être postée demain sur le souffle et une autre postée mercredi sur le souffle avec l'activation de la vigilance. Voilà. Bonne pratique. Bonne semaine à tous. Enfin, bon week-end déjà. À très bientôt.